Bonjour à toutes et tous. La séance d'aujourd'hui, comme vous le savez, est consacrée à l'histoire de l'UNEF 1971-2001. Histoire de l'UNEF en réalité, mais mes amis le développeront. C'est l'histoire de l'UNEF issue de ce qu'on appelait le renouveau, l'UNEF renouveau en 1971. Histoire qui a fait l'objet donc d'un livre que je vais montrer, d'un livre rédigé par Frédéric Genevet et Guillaume Ouabian, un livre dont je dois dire que il révèle une sacrée originalité. Sacrée originalité parce qu'en général, les historiens, tranquilles, ils ont des archives, ils ont des dépôts d'archives, il y a une bibliographie impressionnante qui fait que on tartine enfin des ouvrages pour donner la bibliographie, et puis après on fait la tambouille. Le problème avec l'UNEF qu'a rencontré Frédéric et Guillaume, ben, c'est qu'il n'y a pas d'archives et il n'y a pratiquement pas d'études. Et donc, nos deux amis, là, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont constitué un réseau pour commencer, c'est-à-dire ils se sont dit on ne va pas faire notre tambouille tout seul. Ils constituent un réseau, ils constituent un fonds d'archives qui n'existait pas, puisque les archives de l'UNEF avaient disparu, on ne sait où, on ne sait pourquoi, enfin moi je ne sais pas, peut-être vous avez d'autres éléments d'information. Ils se sont constitués un réseau d'archives, ils ont fait un travail collectif d'enregistrement de témoignages. Ils ont organisé toute une série de journées d'études. Ils ont publié une petite revue collective pour l'histoire de l'UNEF qui a accumulé des témoignages, des images, des analyses, etc., etc. Et enfin, ils ont décidé de faire un livre. Bah, je dois dire au départ que je tire mon chapeau quand même parce que fallait le faire, comme on dit. Fallait le faire et ils l'ont fait et je pense qu'ils l'ont réussi. Mais ça, j'allais presque dire, c'est à ceux qui liront le livre de dire s'ils sont d'accord avec ça. Moi, je ne vais pas en dire plus. Je vous propose tout de suite de vous donner la parole. Alors, je ne sais pas C'est moi. qui commence. C'est toi qui commences, Fred. Alors, vas-y, je vous laisse tous les deux et puis après nous verrons. D'abord, pour commencer, merci à la Fondation Gabriel Péry pour l'invitation. Merci à Roger pour son introduction et pour l'animation de ce débat. Je dirais quelques mots sur les questions que tu as déjà abordées. Mais avant tout, parce que je ne sais pas qui écoute, donc peut-être que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, et je vais donc essayer de donner d'abord quelques repères chronologiques pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle, de quelle UNEF on parle. Donc en 1960, fin 68, début 69, à l'initiative du Parti communiste et de l'Union des étudiants communistes, est créée au sein de l'UNEF une tendance pour le renouveau de l'UNEF. Cette tendance progressivement va prendre de l'ampleur, gagner en influence et même au titre de la tendance elle-même, se présenter aux élections, aux premières élections universitaires organisées au titre de la loi Faure en 1969, élections que la tendance gagne. En 1971, l'UNEF connaît une session avec d'un côté l'UNEF issue donc du renouveau, on va le dire comme ça pour le moment, mais ça va être le cœur du sujet, proche du Parti communiste, et une autre UNEF, UNEF US, proche des Lambertistes. En 76-78, cette UNEF issue du renouveau est à son apogée, est la principale organisation étudiante à plusieurs titres dans le milieu universitaire. Mais à partir du milieu des années 80, elle connaît un affaiblissement, notamment face à l'UNEF US qui s'est transformée en UNEF indépendante et démocratique et qui profite, elle, de la dynamique à gauche du Parti socialiste. Et puis en 2001, les deux organisations décident de se réunifier dans des conditions que nous rappellerons plus tard dans l'exposé.
Alors, Roger, tout à l'heure, a évoqué la question des archives. Effectivement, au moment de cette réunification en 2001, les archives qui étaient stockées au Bureau national de l'UNEF issues du Renouveau, 52 rue Édouard Pailleron, dans le 19e siècle, dans le 19e arrondissement, appartement local qui appartenait à la CGT, les archives, au moment du déménagement des membres du BN vers l'autre siège national lors de la réunification, les archives ont été perdues, sans doute jetées à la poubelle par un prestataire qui avait en charge le nettoyage du local. Sauf miracle, ces archives ont disparu. Donc effectivement, euh, nous avons reconstitué avec un collectif, donc le collectif pour l'histoire de l'UNEF, avec l'aide de la Cité des mémoires étudiantes et le GERM, nous avons reconstitué un fonds d'archives dont je peux et que nous avons numérisé et dont je peux vous montrer un exemple ici en ligne. Donc on a un site, c'est sur la page d'accueil, on va dans Publications et dans un onglet qui s'appelle les archives numérisées de l'UNEF, de la FRUF et de l'UGE. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est à peu près aujourd'hui à plus de 5000 documents numérisés à la suite de 66 donations. C'est comme ça qu'on a reconstitué le fonds. C'est en allant voir les anciens et les anciennes. Donc, 66 donateurs qui nous a permis donc, de numériser plus de 6000, plus de 5000 documents qui sont classés sur notre site par ordre chronologique. Voilà. Avec un moteur. Alors, ce que je veux dire, s'il y a des archivistes qui... Sur le drive. Ouais, voilà. Un mec qui a accès au drive. C'est que. Bon, ben, je vais le dire, je vais expliquer. Notre site internet utilise Drive Google Drive. Ce qui a un avantage, c'est que le moteur de recherche est très puissant. Euh, On peut même chercher des mots, il les retrouve dans les documents manuscrits, ce qui est quand même assez intéressant. Nous l'avons fait avec un sentiment d'urgence, c'est-à-dire en construisant nos propres normes de dénomination, et donc ça peut prêter à discussion, mais il y avait après avoir pris conscience que ces archives avaient disparu, il y avait un vrai souci pour nous de faire vite, en fait, et de rendre le plus rapidement possible accessible ce patrimoine extraordinaire. Les archives originales papier que nous avons numérisées avec l'aide principalement du Musée de l'Histoire vivante à Montreuil ont été versées à la Cité des mémoires étudiantes et ont vocation à être ensuite déposées aux archives nationales. D'ailleurs, nous avons lancé, j'en profite, une souscription pour financer plusieurs mois de travail d'un archiviste professionnel pour pouvoir les classer et ensuite les déposer aux archives nationales. Au-delà des archives, comme l'a dit Roger, nous avons enregistré une quarantaine d'entretiens avec des anciens et des anciennes. Nous avons aussi fait un questionnaire en ligne auprès d'anciens membres du Bureau national, à peu près 120 sur les 450 qui ont été membres du Bureau national pendant les 30 années de 1971 à 2001. Donc c'est à partir de tout ça que nous avons travaillé. L'autre aspect, Roger l'a évoqué, c'est il n'y a pas de bibliographie. Il n'y avait pas de bibliographie sur cette UNEF, alors que l'UNEF a fait l'objet de pas mal de recherches pour la période qui précède mai 68. Pour la période qui suit 68, il n'y a plus rien. Il n'y a aucune thèse. Il y a une thèse soutenue en 1977 sur l'Union internationale des étudiants dont l'UNEF était membre. Il y a 5 ou 6 masters. Il y a des thèses qui évoquent le mouvement étudiant et donc qui parlent un peu de l'UNEF. Je pense à la thèse de Nicolas Carboni sur le mouvement étudiant à Clermont-Ferrand. Il y a même des thèses comme celle d'Olivier Crouillebois qui sont centrées dans le sujet et le mouvement de Vaquet qui n'évoquent à aucun moment l'UNEF issue du renouveau. Alors on peut s'interroger pourquoi sur les raisons de cette historiographie proche de zéro. D'abord, c'est l'absence d'archives.
Donc ça peut être une explication. Je crois aussi qu'il y a un désintérêt institutionnel pour un objet qui semble de prime abord marginal, non, et peut-être même non porteur de carrière universitaire. Il y a ensuite, je crois, un réflexe quand on pense UNEF, à part les grands moments de l'UNEF, notamment l'UNEF d'avant 68 et son rôle pendant la guerre d'Algérie, il y a un réflexe de réticence avec une mémoire qui est écrasée par la mémoire ou les mémoires d'anciens dirigeants de l'autre UNEF qui ensuite ont fait des carrières au Parti socialiste ou au gouvernement, et mémoire qui écrase le souvenir et donc l'attrait pour le syndicalisme étudiant des années 70 au début des années 2000. Alors depuis qu'on a publié le livre, ça fait maintenant un peu plus d'un an, on a eu des comptes rendus dans des revues, alors d'abord dans les revues syndicales, puis ensuite maintenant dans les revues d'histoire et scientifiques. Alors, je vais pas toutes les citer, mais Guillaume a fait un entretien dans la revue Entre-temps qui dépend de la chaire de Boucheron au Collège de France. On a eu Histoire et politique, Sciences Po. La nouvelle revue d'histoire sociale qui vient de sortir consacre un compte rendu au livre. Donc et puis bon, il y en a d'autres, mais il y a un petit intérêt qui se cristallise depuis qu'on a publié le livre, mais on est encore très très loin, à notre sens, du compte. Alors après cette introduction un peu générale, je vais aborder notre sujet, donc celui de donc l'UNEF, une place originale dans la nébuleuse communiste. Alors ce que nous allons vous dire aujourd'hui, c'est à la fois nous allons tester avec vous des hypothèses, tenter de confirmer des intuitions. C'est un exposé qui s'appuie sur, bon, évidemment, ce qu'on a fait pour le livre, puisqu'il y a un chapitre qui est consacré à cette question, mais aussi tous les débats et témoignages qu'on a recueillis. On a fait pas mal de débats pour présenter le livre. Une conférence, notamment aussi une conférence à l'IHS-CGT, qui était consacrée aux relations entre l'UNEF et la CGT, et très récemment, une journée d'études qui s'est tenue sur l'activité internationale de l'UNEF. Alors, nous employons le terme de nébuleuse. Alors, on ne va pas rentrer dans un débat d'astrophysique. Nous l'empruntons à Axel Broguet. Et pour nous, ce terme a pour intérêt de prendre en compte l'autonomie croissante des organisations proches du Parti communiste, notamment dans la période qui nous intéresse, donc celle de 1971-2001. Autonomie revendiquée par les organisations elles-mêmes, voulue par le Parti communiste, ou autonomie de fait. Alors pour essayer d'évoquer tout ça, donc évidemment on va faire un plan en trois parties. Dans une première partie, je traiterai de l'UNEF organisation communiste. Alors évidemment, si on devait l'écrire, on mettrait peut-être un point d'interrogation, mais je vais insister fortement sur le caractère communiste de l'UNEF. Puis Guillaume, dans une seconde et une troisième partie, évoquera dans une deuxième partie la question de l'autonomie et de la revendication d'autonomie. Et puis, dans une troisième partie, on verra que la dernière période, celle des années 90, et en particulier 95-2001, renverse complètement les enjeux de cette articulation entre organisation communiste et revendication syndicale d'autonomie. Et puis, je reviendrai pour une conclusion. Alors, je l'ai dit dans mes repères chronologiques, l'UNEF Renouveau, ou la tendance Renouveau avant la scission, est née d'une décision du Parti communiste. Cette décision, alors on la documente, nous. Et donc, bon, je ne vais pas commenter l'ensemble des documents, mais disons qu'il y a pas mal de documents qui démontrent la prise de décision communiste de créer une tendance renouveau au sein de l'UNEF. Alors, comment est justifiée la création de cette tendance? D'une part, il s'agit pour les communistes de refuser la transformation de l'UNEF en organisation politique de masse que veulent faire certains groupes
d'extrême gauche et les étudiants qui dirigent l'UNEF, majoritairement donc des étudiants du PSU. Donc c'est justifié évidemment par la volonté de maintenir une organisation syndicale. Il y a un secrétariat du Parti communiste qui est le 19 septembre 68 qui dit, c'est une décision, faire une étude approfondie des mesures à prendre afin d'atteindre l'objectif de la création d'un véritable syndicat de masse, et tous les mots sont importants, hein, syndicat de masse, des étudiants, et ensuite ils ajoutent virgule, d'une véritable UNEF. Donc il ne s'agit pas de changer et de créer une autre organisation. Il s'agit de maintenir, voire de transformer l'UNEF telle qu'elle est. Mais donc ça va être aussi justifié par la volonté de participer aux élections universitaires. Comment dire, prévues par la loi Edgar Faure, mais il y a aussi des raisons évidemment plus politiques. D'une certaine manière, cette décision, c'est une forme de rattrapage après le ratage de mai 68. Alors qu'on s'entende bien, quand je parle de ratage de mai 68 de la part des organisations communistes, je parle des journées de mai. Du point de vue des étudiants en tout cas. Hein. Pour la question des ouvriers, des salariés, c'est encore autre chose. Donc il s'agit de renouer le lien avec les étudiants et le milieu étudiant, et l'UNEF apparaît comme l'outil le plus adéquat. Et comme pas mal de chercheurs maintenant, et je pense à Étienne Borde qui l'écrit, mais aussi l'article fondateur de Roger Martelly publié à la Fondation Gabriel Péri sur les cartes. Contrairement à certains clichés, les années 70, enfin 68 ne signe pas le début de l'affaiblissement du Parti communiste. Et au contraire, les années 70, avec le programme commun, l'eurocommunisme sont une période de dynamisme. Et je crois que les choix qui ont été faits en matière de syndicalisme étudiant ont contribué à cette dynamique. Donc une décision prise par les organisations communistes. Ensuite, l'UNEF est un outil pour intervenir dans le milieu universitaire. Plus large, d'une certaine manière, plus large que l'UEC, au moment de la période du programme commun, parce qu'elle est donc plus large, c'est la première organisation étudiante, et puis symboliquement, au moins, elle incarne cette union de la gauche voulue par le Parti communiste. En début de période, avec l'investissement des étudiants mitterrandistes, alors ils ne sont pas nombreux, mais symboliquement, c'est important. Le fils de François Mitterrand est membre du premier bureau national, et surtout après l'entrée des étudiants du CRS, donc de la tendance liée à Jean-Pierre Chevènement. À tel point qu'en 73, l'UNEF fait campagne pour le programme commun, appelle à voter programme commun au moment des élections et le refait au présidentiel de 74. Donc c'est un outil d'influence pour le Parti communiste au sein du milieu étudiant. Troisièmement, l'UNEF peut être une antichambre vers le monde communiste. L'UNEF sert de sas. Si on adhère à l'UNEF sans être communiste, et les adhérents de l'UNEF non communistes sont sans doute très nombreux, voire majoritaires, très souvent, on devient communiste en militant à l'UNEF et surtout en prenant des responsabilités à l'UNEF. Donc c'est une antichambre. Mais c'est aussi, toujours en suivant Axel Brodiez, une structure de rémanence pour les communistes en décalage avec la ligne du PCF. On va se replier, on a des petits désaccords ou des gros désaccords avec l'orientation, on va se replier sur le syndicalisme étudiant pour continuer à militer. Mais paradoxalement, si ça ne dépasse pas certaines limites, ces communistes comment dirais-je, oui, en rémanence, on va le dire comme ça, continue à permettre un lien entre le Parti communiste et le mouvement étudiant et le milieu étudiant. Troisième ou quatrième point,
Nous avons reconstitué l'ensemble des bureaux nationaux qui ont été élus entre 1971 et 2001, à l'exception de deux, qu'on cherche toujours. Et donc, comme il y avait un congrès tous les ans, ça fait une trentaine de listes, hein, avec des gens qui étaient élus entre deux bureaux nationaux d'ailleurs. Et là, sans surprise, écrasante majorité des membres du bureau national sont communistes. Ça peut répondre à des logiques syndicales, ça peut aussi répondre à des logiques politiques qui recoupent ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, alors là, je ne sais pas, Louise, comment on va faire. Toujours dans la même rubrique, il y a, donc il faut que tu reviennes en arrière, il y a Sur un... la direction. Non, c'est toujours dans Négation. document et éclairage. Okay. Je pense qu'il faut que tu ailles en bas précédente. Ouais, les 79, j'ai déjà trouvé celui-là. Celui-là, tu veux montrer? Ouais, Guillermier, là. 1970, ça, je l'ai trouvé. D'accord. Bon voilà, c'est bon, c'est juste pour le montrer, mais je vais vous citer un exemple, un extrait. C'est une note de Guillermier au secrétariat du PCF en janvier 79 qui dit: les étudiants du CRS ont demandé à nous voir. Jean-Michel Catala, donc le secrétaire de la JC, les a rencontrés. Ils nous ont proposé le statu quo à l'Union des grandes écoles, mais avec un renforcement de leur position. Ils revendiquent le secrétariat général. Ils ont par ailleurs déclaré ne pas être intéressés par l'UNEF, où ils ne jouent en fait qu'un rôle très minime. Leur but est évidemment de créer des conditions pour prendre ultérieurement la direction de l'UGE. Compte tenu des circonstances, nous sommes pour accepter sous condition ces propositions. Nous préconisons d'aller ensemble au congrès de l'UGE en recherchant un compromis sur l'orientation, ce qui ne pose pas de problème, dit-il, et sur la direction. Donc la question de la composition des directions est ici gérée directement entre forces politiques, le CRS d'un côté, la jeunesse communiste et le Parti communiste de l'autre. Sixième point ou cinquième point, je ne sais plus, l'intervention du PCF et de l'UEC dans la vie interne. Alors, l'UEC et le PCF peuvent intervenir directement dans la composition des directions, on vient de le voir, cherchent à influer sur l'orientation. Alors, Guillaume, tout à l'heure, montrera que beaucoup de militants communistes anciens de l'UNEF, comment dirais-je, témoignent de leur résistance aux interventions du Parti communiste. Mais quand on interroge les secrétaires de l'UEC, c'est autre chose. Par exemple, Sylvie Vassallo nous dit: nous considérions, qui a été donc secrétaire de l'UEC à la fin des années 80, nous considérions l'UNEF comme notre propriété. Alain Rimbaud, qui lui a succédé au début des années 90 comme secrétaire de l'UEC, nous dit: pour moi, le président de l'UNEF était un de mes responsables, comme j'avais un responsable à l'Orga ou à la Propa. Par ailleurs, les dirigeants communistes de l'UNEF sont intégrés dans les instances de l'UEC. Alors, c'est pas statutaire, mais c'est une tradition. Les deux premiers, donc le président et le secrétaire général, s'ils sont communistes, sont membres du collectif national de l'UEC. Et tous les membres communistes du bureau national sont membres de la commission nationale de l'UEC. Il s'ensuit la création d'un milieu partisan, on peut dire, qui ne nécessite que très rarement une intervention autoritaire de l'organisation communiste. Il y a une exception, en tout cas, comment dire, spectaculaire, c'est la purge qui a été faite au moment du congrès de Toulouse de l'UNEF en 1990, où l'UEC s'est organisé, y compris avec les fédérations du PCF, pour travailler la composition des délégations et ensuite le vote lors du congrès, ce qui fait qu'il y a un tiers du bureau national qui a été, purgé lors de ce congrès. Alors c'est complexe parce que à la fois ça a été fait sur la base d'arguments syndicaux. On a reproché à la direction de ne pas être assez dans les luttes, de mal articuler la lutte et projet. Mais en réalité, c'était d'abord et avant tout un règlement de compte interne au monde communiste. C'est un congrès de l'UNEF qui se tient quelques mois après le congrès de la JC qui s'était tenu à Gennevilliers, où Stéphane Peu, refondateur,
avait été éliminé de la direction de la JC à cause de cette prise de position pro-Fitterman. Xavier Hackney, l'ancien président de l'UNEF, avait aussi été éliminé de la direction de la JC. Il avait pu, lui, rester à la direction in extremis, à la direction de l'UEC. C'est un congrès aussi où un secrétaire national de l'UNEF est intervenu, donc on est quelques mois après Tiananmen, qui est intervenu pour demander à ce que la délégation chinoise qui assistait au congrès de la JC sorte. Donc ça c'est très tendu, c'est le début 90, c'est très tendu à l'intérieur du Parti communiste et ça rebondit à l'UNEF. Avant-dernier point, je vais aller très très vite, l'aide matérielle et juridique qu'apporte le Parti communiste à l'UNEF. Même si l'aide matérielle officiellement s'arrête en 1976 et à laquelle se substitue, même si ça avait déjà commencé avant, une aide matérielle de la part de la CGT. Il y a aussi une aide juridique. Ce sont des avocats proches du Parti communiste comme Roland Weil ou Patrice Cohen-Seat qui défendent l'UNEF dans les procès. Et il y a pas mal de procès, notamment par rapport à qui est le légitime successeur de la dite grande UNEF. Et donc, il y a des procès avec l'UNEF-US. Donc, c'est important d'avoir des avocats. Dernier point. L'UNEF entretient des liens privilégiés avec les autres organisations de la nébuleuse communiste. Donc, j'ai évoqué la FRUF, donc l'organisation des résidents universitaires, l'Union des grandes écoles, ça c'est à l'échelle nationale. À l'échelle internationale, l'UNEF est membre de l'Union internationale des étudiants, dont le président est tchécoslovaque, mais qui est en fait essentiellement animé par les étudiants entre guillemets soviétiques, participe au Forum mondial de la jeunesse et des étudiants. À partir de 95, va être même membre de la FMJD. Voilà. Par ailleurs, l'UNEF on verra ça, a des relations évidemment privilégiées avec la CGT ou avec les syndicats dirigés par la tendance Unité Action de la FEN. Cela étant, si l'on compare l'UNEF quand je dirais, la place de l'UNEF dans cette nébuleuse communiste, si on la compare à la place que tient l'UNEF-US bon, je ne sais pas si le terme est adéquat, mais on va dire, oui, je vais le dire comme ça, ça pourrait se discuter, surtout, ça pourrait s'étudier la nébuleuse lambertiste. L'UNEF-US est au centre de la nébuleuse lambertiste avec certaines fédérations de forces ouvrières. L'UNEF, issue du renouveau, est à la périphérie. Enfin, l'enjeu stratégique que représente l'UNEF issue du renouveau est à la périphérie de la nébuleuse communiste pour le Parti communiste. Mais je crois l'avoir démontré, il y a une forte présence du PCF. Le paradoxe, c'est que cette identité communiste conduit le PCF à demander en permanence à ce que l'UNEF s'élargisse, jusqu'à certains moments ne pas exclure de parier sur son dépassement. C'est le cas par exemple en 1987 où l'UEC propose que l'UNEF soit dépassée par une organisation beaucoup plus large issue du mouvement de Vaquet et des États généraux, dépassement auquel vont résister les dirigeants de l'UNEF avec l'aide des dirigeants de la CGT. Mais là, on rejoint la question de l'affirmation de son existence et de son autonomie. Et c'est là que je passe la parole à Guillaume. Ok, donc c'est moi qui prends le relais. Donc pour cette deuxième partie qui va donc parler de ce syndicat étudiant comme une organisation autonome, et donc je vais essayer tout d'abord d'insister sur un point qui me paraît important, c'est que les dirigeants de cette UNEF, les directions de cette UNEF, pendant les 30 ans de son existence, n'ont jamais reconnu cette insertion au sein de la nébuleuse communiste. Hein. Ça n'a absolument pas été théorisé ni revendiqué, bien au contraire. Cette UNEF, elle s'est toujours présentée comme ouverte à tous les étudiants, de toute obédience. Je vais lire un extrait là d'un projet de résolution qui date de 1975, donc à l'époque de l'apogée de cette UNEF. Dans ce projet de résolution, le document qui s'adresse aux étudiants
présente ainsi la possibilité pour eux d'y adhérer. Étudiants de France, quelle que soit ta foi religieuse, que tu sois croyant ou athée, que tu aies ou non un engagement politique, que tu te dises de droite ou de gauche, que tu sois salarié, fils d'ouvrier, de paysan, de commerçant ou de PDG, que tu sois en début ou en fin d'études, et dans quelque matière que ce soit, nous te disons, tu es étudiant, tu as ta place à l'UNEF, prends-la. Donc là, on voit bien que cette insertion dans la nébuleuse communiste n'est jamais revendiquée de la part dans la propagande de ce syndicat. Alors pour aborder maintenant, alors pourtant cette insertion est évidemment évidente, hein, on n'est pas là évidemment pour la relativiser, mais on va voir que malgré le fait que cette organisation ait été une organisation globalement dirigée par des communistes et donc une organisation de culture communiste, eh bien, elle a joui d'une réelle autonomie, et c'est ce que je vais essayer de démontrer à présent. Alors tout d'abord, le constat qu'il faut mettre en avant, c'est l'absence d'un contrôle politique sur la définition d'orientation de ce syndicat. Assez rapidement après sa création, en 1971, on constate que le PCF relâche ses liens avec le syndicat. En tout cas son aide, hein, qui fut essentielle à la création de la tendance en 1969, comme l'a indiqué Frédéric, et puis aussi évidemment à la création et à la mise en place des structures du syndicat après le congrès de 1971. Euh, Après, donc, à partir de 72-73, on constate que l'orientation du syndicat relève de la responsabilité de ses militants et de militantes et les ingérences politiques, sauf en cas de crise au sein du monde communiste français, sont finalement très rares. Nous n'avons pas retrouvé de directive émanant du PCF et même de l'UEC devant s'imposer à l'UNEF. Le PCF relâche son contrôle par choix politique, mais aussi par incapacité à le maintenir face à la revendication d'autonomie des organisations satellites dans les années 70. L'UNEF participe donc à cette dynamique de desserrement des liens entre le centre et les périphéries qui devient de plus en plus perceptible à partir des années 1970. Cette autonomisation n'est donc pas un processus propre à l'UNEF. Alors, quelles sont les sources qui nous permettent d'affirmer cette thèse de l'autonomie du syndicat? Tout d'abord, notre étude se base sur de très nombreux témoignages que nous avons collectés. Frédéric a parlé d'une quarantaine de témoignages que nous avons collectés et enregistrés, ou alors que des anciens et des anciennes ont eu pris le temps d'écrire et de nous transmettre, et que nous avons publiés. Et nous avons aussi profité d'une trentaine de témoignages que Étienne Borde avait réalisé dans le cadre de son master M1 et M2 en 2010, hein, et qu'il nous a transmis et que nous avons du coup utilisé. Ces témoignages, ce sont soit des témoignages essentiellement d'anciens et anciennes dirigeantes ou dirigeants nationaux de l'UNEF, soit de militants de l'UNEF, de la FRUF, Fédération des résidences universitaires de France, ou de l'Union des grandes écoles, l'UGE. Nous avons ensuite utilisé les archives du PCF et de l'UEC, mettant en évidence les rapports entre ces organisations politiques et l'UNEF. Elles ne sont pas très nombreuses, mais quelques-unes sont éclairantes. J'y reviendrai. Pour les archives de l'UNEF, que nous avons réussi à rassembler, à collecter et à utiliser, donc, les preuves des contacts avec le PCF et l'UEC sont rares. Mais nous avons cependant, mais il y en a, hein, j'en parlerai tout à l'heure, on a trouvé des documents dans l'UNEF qui font référence à ces rencontres, à ces réunions entre le secrétariat et la direction de l'UEC notamment, ou du Parti communiste, mais globalement ces documents sont rares. On a néanmoins profité et utilisé dans notre livre les archives d'un ancien secrétaire national et ancien secrétaire général de l'UNEF, Marc Rossetti, qui avait conservé toutes les notes prises lors des réunions de secrétariat, de bureau national, de collectifs nationaux ou de rencontres avec les directions de l'UEC ou du PC. Et là, voilà, permet de visualiser un peu la qualité de ces documents et le fait qu'elles sont extrêmement lisibles. Et donc, ces documents nous ont permis ici là, d'appuyer, de vérifier un peu le contenu de ces rencontres, de ces réunions, de ce qui se disait, de ce qui était décidé ou pas. Alors maintenant, il s'agit de démontrer cette thèse de l'autonomie, maintenant qu'on nous a montré que cette thèse était sourcée.
Le premier indice, hein, qui englobe toute la période, là, de 71 à 2001, c'est tout d'abord le fait que l'immense majorité des responsables nationaux de l'UNEF, à l'époque quasiment tous communistes, hein, nous affirment aujourd'hui avoir géré l'UNEF sans avoir reçu de consignes à suivre. Des rencontres avaient lieu avec des responsables du PCF ou de l'UEC plus régulièrement, mais il s'agissait de discuter de la situation du monde universitaire, des étudiants, de présenter l'orientation des actions, les difficultés du syndicat, pas de recevoir des consignes à mettre en œuvre. Ces rencontres se bornent donc à faire le point sur la situation universitaire, sur celle du syndicat. Et dans ces rapports entre syndicats et politique, il faut mettre en exergue le rôle du président ou de la présidente, qui avait, lui, des contacts plus ou moins réguliers avec la direction du PCF, mais pareil, sans que le contenu de ces rencontres change. Il y a un exemple que nous a transmis Olivier Maillère, hein, qui a été président de l'UNEF entre 1972 et 1973, qui affirme avoir rencontré Paul Laurent, à la demande d'ailleurs du Parti communiste, avec Jean Colpin pour la direction du Parti communiste, avec Jean-Michel Catala pour le AJC, Roland Favaro, Pierre Zarquin pour l'UEC. Et Olivier nous raconte que Paul Laurent a mis un terme assez rapidement à la réunion, dès qu'Olivier lui affirme vouloir donner à l'UNEF l'allure d'un syndicat et ne pas rester une UEC un peu élargie. Hein, il dit là, alors Paul, je le cite, alors Paul dit que la réunion n'a plus lieu d'être, que si la direction de l'UNEF pense ça, la direction du parti est tout à fait rassurée. Donc vous voyez, donc, il y a des prises de contact, mais qui ne débouchent pas sur des consignes à suivre, simplement une espèce de vérification, d'analyse concordante sur la situation universitaire et sur la stratégie à adopter. Je cite là, et Louise va nous projeter un témoignage que nous a transmis un président ultérieur, Xavier Aknin, qui a été président de l'UNEF entre 1987 et 1988, donc c'est le document 6. C'est bon, allez. C'est bon, ouais. Et donc, je vous le lis, hein, son témoignage. Hein, il dit, j'ai été invité à 2 ou 3 réunions au maximum au siège du PCF durant ma présidence. Ce n'était pas régulier. J'étais reçu par Marcel Zellner, seul ou en présence de Sylvie Vassalo, hein, dirigeante, encore une fois, de l'UEC. À chaque fois, c'était pour faire le point sur le mouvement étudiant et l'appréciation de la situation et des perspectives après. J'étais toujours le seul invité pour l'INEF, il n'y avait pas de délégation. Il écoutait attentivement mon analyse de la situation. Voilà, en gros, c'est le contenu de ces rencontres se limitait à ça. Alors, il faut néanmoins noter que l'UNEF n'a entretenu avec aucune autre organisation politique une telle proximité. Il est à noter que les rapports n'étaient pas ceux d'une simple courroie de transmission, comme ces témoignages l'indiquent. Le deuxième indice, qui est sans doute plus important de cette autonomie, si nous prenons 4 moments cruciaux dans l'histoire de cette organisation, moments où des changements d'orientation ont été adoptés, tout concorde pour mettre en évidence l'autonomie de la direction de l'UNEF dans le pilotage de ces tournants. Certains de ces tournants ont même été pris, si ce n'est en opposition, en tout cas sans l'approbation de l'UEC et ou du PCF. Alors, voici donc ces 4 exemples, hein, il y en a bien d'autres, mais pour se limiter, en 1980, au Congrès de Reims, l'UNEF adopte l'orientation de la solidarité étudiante qui va marquer profondément l'identité de syndicat. Je ne la développe pas. Dans notre livre, on développe un peu le contenu de ce changement d'orientation. Cette orientation a été définie par la direction nationale, le secrétariat national puis le bureau national. En aucun cas, ça a été une directive des organisations communistes. Le deuxième exemple, c'est le choix de la stratégie du rassemblement qui est fait en 1987, qui considère que le syndicat étant un fait ultra minoritaire à l'université, la mission du syndicat à présent est de favoriser l'éclosion des formes d'auto-organisation du mouvement étudiant et non pas de prioriser le développement des structures du syndicat, ce qui a créé beaucoup de débats à l'époque. Je ne le développe pas, mais là aussi, on a produit un article qui a été publié dans d'autres bulletins, qui s'appelle Genèse de la stratégie du rassemblement, qui a été publié dans le numéro 6 en novembre, en novembre 2022. Pardon. Eh bien, on démontre que ce choix d'orientation s'est construit petit à petit, mois après mois, qu'il a mûri au sein de l'organisation, au sein de la direction de l'UNEF, et pas du tout à Bagnolet, au sein de la direction de l'UEC, même si la direction de l'UEC, dans un premier temps, l'a soutenu.
Voilà, deuxième exemple, maintenant, là, sans le soutien de la direction ni du PC ni de l'UEC, en 1984, hein, un peu avant, la direction de l'UNEF, en juin 84, décide de créer une centrale d'achat des lycéens et des étudiants et des lycéens, la KL, donc une centrale, une espèce de coopérative centralisée à l'échelle nationale. On le sait, cette création n'a reçu ni l'approbation du PC ni l'approbation de la CGT, et même plutôt des réserves ont été énoncées au moment de sa création. Donc ça montre là encore une part d'autonomie très grande. En 95, ensuite, dernier exemple, pour mettre en évidence cette autonomie, la direction de l'UNEF, sommée par celle de l'UEC de quitter les travaux de la coordination nationale lors du mouvement étudiant de décembre 95, refuse et intime à ses délégués, aux délégués de l'UNEF, de poursuivre les travaux de cette coordination nationale. Et donc là, on voit bien qu'il y a eu un conflit entre les deux directions et que l'UNEF là n'a pas tenu compte des directives de celle de l'UEC. Voilà, donc c'était le deuxième indice. Le troisième indice, c'est de cette autonomie, c'est les positions de l'UNEF lors des échéances électorales nationales en France. Quel est le constat qu'on peut faire sur ces 30 ans? C'est que globalement, l'UNEF a été extrêmement prudente et a très peu pris position lors des élections nationales. Ça, c'est le cas sur les 30 années. Et lorsque certains dirigeants de l'UNEF prenaient position et appelaient à voter, ça engendrait parfois des polémiques relativement vives. Ce fut le cas encore, là, je l'ai cité tout à l'heure, de l'appel à voter André Lajoigny en 1988, lancé par Xavier Aknin, qui le fait en tant que président de l'UNEF et qui parle du syndicat dans cet appel à voter. Et ça a créé de grandes tensions internes au syndicat, considérant que là, le président engageait l'UNEF et que c'était anormal. Il y a une période qui se démarque vis-à-vis de cette affirmation de prudence vis-à-vis des élections nationales, c'est celle évidemment des années 70, puisque l'UNEF prend fait et cause pour le programme commun et va non seulement appeler à voter pour les candidats aux législatives en 73, puis aux candidats à la présidentielle en 74, mais elle va faire campagne. On a beaucoup de documents de l'UNEF qui appellent les étudiants à voter en 73 ou en 74 pour les candidats du programme commun. Et puis le dernier grand appel à voter, c'est celui de 81, mais au second tour, où l'UNEF a appelé à voter François Mitterrand donc en 81. Voilà, mais sinon, en grande prudence, on n'a pas de prise de position du syndicat pour les élections ultérieures. Et le quatrième indice, qui est extrêmement, là aussi, parlant, c'est la politique internationale de l'INEF. Frédéric a dit qu'on avait fait il y a quelques jours une journée d'études sur cette question. Elle met clairement en évidence que les relations internationales de l'UNEF sont extrêmement intenses. Cette organisation est membre d'organisations internationales comme l'Union internationale des étudiants, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle est membre aussi du meeting européen qu'elle a d'ailleurs participé à créer avant le renouveau, en 1964. Et puis, elle participera aussi, elle adhérera, enfin, en tout cas, elle participera aux travaux du WESIB, le Bureau d'information des Unions nationales d'étudiants d'Europe de l'Ouest, à partir de 1986. Mis à part la période où l'UNEF milite pour être reconnue par l'UE, lorsqu'il y a cette compétition avec l'autre UNEF, pour asseoir sa légitimité et donc son statut international, le rôle du PCF est quasi nul en ce qui concerne la définition des positions internationales de l'UNEF. Cette organisation de jeunes étudiants gère seule ses relations avec les organisations de Pologne, d'Union soviétique, des Cubains, d'Europe de l'Ouest, bien sûr, ou ce qu'on appelle plus communément du tiers-monde. Un exemple qui illustre quand même cette autonomie là dans les relations internationales, Gilles Boite, qui a été secrétaire international de l'UNEF entre 80 et 81, n'a jamais pris contact avec Bernard Loche, qui pourtant travaillait à l'époque à la Polex, donc au secteur international de politique extérieure du PCF. Et Bernard Loche avait pourtant été un ancien secrétaire international de l'UNEF entre 76 et 77. Donc ça montre, si vous voulez, là que la politique internationale de l'UNEF s'est faite sans aucun tuteur extérieur. Voilà. Et pourtant, ces relations internationales ont été parfois très tendues.
juste une petite information, en octobre 117, lors du 12e congrès de l'UIE, l'UNEF menace de quitter l'UIE pour dénoncer les dysfonctionnements démocratiques de cette organisation et l'absence de critique à l'égard des atteintes aux droits de l'homme dans certains pays, notamment évidemment dans les pays de l'Est. Au Festival de Cuba de la FMJD et l'UIE de juillet 118, là aussi, il y a une ambition de soulever la question des droits de l'homme dans les pays de l'Est. Ces étudiants communistes qui dirigent ce secteur jouent la carte de l'eurocommunisme, s'en servent. Il y a peut-être une forme d'instrumentalisation des positions audacieuses de l'UNEF par le PCF dans ces années-là, mais les SI gèrent seuls ces relations internationales sans rendre de compte à quiconque. Hein. Voilà. Voilà donc en gros cette thèse démontrée. Alors maintenant, il faut l'expliquer, cette autonomie. Comment expliquer que cette organisation dirigée par des communistes, très majoritairement, durant ces 30 années, comment expliquer qu'elle ait gardé une part d'autonomie aussi grande? Tout d'abord, la première raison, c'est qu'il y a une sorte de confiance qui permet à cette direction presque unanimement communiste d'agir en toute autonomie. Le contrôle politique, finalement, n'est pas nécessaire. Ils sont syndicalistes, mais aussi communistes, c'est-à-dire qu'ils suivent, connaissent l'évolution du PCF, ses débats internes. Leur univers culturel et politique est celui d'un militant communiste. Il y a donc une connivence certaine qui conduit à une confiance vis-à-vis des cadres de l'UNEF. Dans les fonds d'archives personnels que nous avons collectés, on retrouve aux côtés des archives de l'UNEF les tracts et les journaux de l'UEC, mais aussi les tracts, journaux et revues du PCF, La Pensée, L'École et la Nation, Les Cahiers du communisme, etc. Hein. Étienne Borde, qui a fait un travail de socio-histoire sur les étudiants communistes, démontre évidemment ce qu'il appelle, lui, ce processus d'homogénéisation partisane hein, entre les militants communistes étudiants. Voilà, il y a aussi, on a travaillé sur le mot d'ordre que l'UNEF avait lancé à la rentrée 86, qui était celui de déraciner le projet politique plutôt que d'axer sur le retrait du projet de Baquet. Et là, on voit bien que même inconsciemment, il y a une intériorisation des positions du PCF, hein, qui souhaitait mettre en avant les passerelles entre les politiques des derniers gouvernements socialistes et celles du gouvernement de droite, tout juste arrivé au pouvoir au printemps 86. Donc, cette confiance, cette connivence, cette proximité, évidemment, explique aussi cette autonomie. Finalement, le contrôle politique n'était pas nécessaire. La deuxième explication, c'est que l'UNEF, comme l'a expliqué Fred, et je ne développerai pas, eh bien, elle occupait une place très périphérique au sein de cette nébuleuse communiste. Et donc, sans doute que pour les dirigeants du PCF, il y avait d'autres organisations à suivre de façon plus assidue que celle de l'UNEF. Et puis, et ça, je pense que c'est vraiment fondamental, l'explication de cette autonomie, elle réside aussi dans une résistance des cadres et militants de l'UNEF face aux ingérences politiques. Cette organisation, elle est née d'une décision politique du PCF, Frédéric l'a démontré. Elle est dirigée très majoritairement par des militants communistes, mais qui ont su donner naissance à une culture d'organisation. Et ces animateurs se présentent et se sentent comme des syndicalistes, cultivant un véritable attachement à leur organisation. Il y a donc, certes, au niveau individuel, une imbrication des individus entre les syndicalistes et les militants de l'UEC, mais il n'y a pas une imbrication des organisations. Voilà, l'UNEF est une machine à créer de l'identité collective qui pousse ses membres à mettre à distance tout ce qui pourrait interférer dans leur affaire. Hein, Étienne Borde, toujours dans son travail, parle de mécanismes d'appropriation de l'organisation. Mais il ne s'agit pas uniquement de réticence vis-à-vis d'ingérence politique, mais d'un souhait de mettre en place des relations respectueuses d'organisation à organisation. On retrouve ces réticences d'ingérence aussi entre camarades de la FRUF, de l'UGE et de l'UNEF. Les directions de la FRUF n'auraient pas accepté que l'UNEF lui donne des directives, et idem pour l'UGE. Donc c'est pas cette mise à distance, elle n'est pas spécifique là aux organisations politiques. Et puis, dernièrement, il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension affective très forte, parfois très forte. On a un témoignage d'un ancien secrétaire général de l'UNEF entre 76 et 77, Étienne Andreu, qui raconte qu'il a eu le sentiment de se faire voler le congrès de Nancy de 77 lorsqu'il a constaté que le rapport d'orientation était rédigé dans la hâte, non pas par
par le président de l'UNEF qui devait le prononcer, mais par le secrétaire de l'UEC de l'époque, Francis Combes, en lien direct avec Jean-Michel Catala, dirigeant de la JC, et non pas parce qu'il y avait une volonté de contrôle, mais parce que ce rapport n'avait pas été rédigé et qu'il fallait le faire rapidement. Et donc, Francis Combes s'est sans doute proposé, mais aussi parce qu'il fallait trouver un moyen de convaincre les militants du CRS de rester au sein de l'UNEF et trouver les bonnes formules. Et pour Étienne Andreu, le constat, cette image de voir le dirigeant de l'UEC rédiger à côté du président de l'UNEF, Jean-Luc Manot à l'époque, le rapport d'orientation a été une immense humiliation. Et donc, il nous l'a raconté aussi, encore ému, il y a encore quelques années. Deuxième exemple de ce rapport affectif, c'est le refus de la délégation de l'UNEF au 13e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui s'est tenu en 89 à Pyongyang, en Corée du Nord. Je ne parlerai pas du contexte local, mais la délégation de l'UNEF a refusé que les interventions des délégués de l'UNEF dans les différentes conférences, ateliers de ce festival soient supervisées par l'UEC. L'UEC avait demandé pour qu'il y ait une cohérence des interventions des Français, parce qu'on transmette au préalable le contenu d'intervention. La délégation de l'UNEF a évidemment refusé. Voilà, donc refus d'interférence entre politique et syndicale. Mais cette autonomie n'est pas théorisée, car la proximité avec les organisations communistes reste, si ce n'est un impensé, en tout cas un non-dit. Voilà. Il est quand même nécessaire de constater que cette autonomie réelle, qu'on vient de démontrer, elle est jugée par de très nombreux militants communistes, mais aussi, et pour la plupart non communistes, comme insuffisante. Les critiques externes et internes ont été récurrentes durant ces 30 années, présentant cette UNEF comme trop proche des communistes, comme trop inféodée aux organisations communistes. Donc cette autonomie, elle n'a pas forcément été perçue. Quelques exemples. Donc là, Louise va nous projeter le document 9, qui a été rédigé. C'est un long réquisitoire de 16 pages, fait par Nicole Chambon, qui a été présidente de l'AG de Lyon à partir de 68 jusqu'à la création de l'UNEF Renouveau, qui a été membre de son bureau national officiellement jusqu'en 75, et qui, lors de ce congrès de 75, où elle quitte le monde étudiant et ses responsabilités, elle dénonce cette proximité. Elle n'était pas communiste, hein. Elle n'était pas politisée, elle n'était pas engagée, elle n'était pas encartée en tout cas. Et voilà l'extrait que je voulais vous dire de ce long réquisitoire où elle somme vraiment les délégués du congrès de prendre de la distance par rapport aux communistes. Elle dit: quand la grande presse dit que l'UNEF est dirigée par des communistes, comment pouvez-vous dire que c'est un mensonge alors que toute votre attitude exprime la conviction que c'est la vérité? Donc on voit bien que les critiques internes relativisent cette part d'autonomie. La deuxième critique que je voulais mettre en exergue, c'est le document 10, c'est celle d'un dirigeant communiste de l'UNEF, qui s'avérera plus tard lambertiste, mais qui à l'époque ne le revendiquait pas, Paul Rebel, qui en 1978 fait publier dans Le Monde une tribune qu'il a appelée Un toit pour tous, et qui est un plaidoyer pour une organisation syndicale élargie de l'UNEF, et qui termine sa tribune en disant: l'UNEF est encore trop une organisation de communistes qui compose la très grande majorité des responsables à tous les niveaux, alors qu'il ne constitue plus qu'une minorité des adhérents. Tous ces traits de notre organisation représentent autant de freins à l'entrée des étudiants en son sein. Il faut nous en débarrasser au plus vite. Voilà, donc c'était les deux exemples à citer, mais il est clair que les critiques à l'encontre de la place des communistes dans l'UNEF a été récurrente en interne. À chaque congrès, il y avait des tribunes ou des interventions qui dénonçaient cette proximité. Voilà, donc cette autonomie, même critiquée car jugée comme trop limitée, a été réelle. Cela n'annule pas les interférences qui, de façon sporadique, ont marqué l'histoire de l'UNEF, comme l'a expliqué tout à l'heure Frédéric. Mais cette organisation a su former des cadres qui, à l'échelle locale comme nationale, ont tenu à garder la maîtrise de leur organisation. Des tensions sont apparues, des crises parfois, mais cette autonomie relative de l'UNEF justifie le choix du terme de nébuleuse que nous avons choisi. Cependant, autre constat, l'UNEF n'a pas réussi à élargir son réseau. Ce réseau d'organisations qu'elle côtoyait parfois de façon relativement régulière est resté celui de la nébuleuse communiste, et ça jusqu'à la fin. Voilà, pour
aborder le dernier point de mon intervention, qui sera beaucoup plus courte, c'est le paradoxe de la dernière période, celui des années 90, où on constate une politisation qu'on peut considérer comme assumée de la direction de l'UNEF, et puis une indifférence finalement grandissante du PCF à l'égard de ce syndicat. Alors, tout d'abord, rappelons que dans les années 90, cette UNEF, elle est profondément transformée. Transformée, même un peu contre elle-même. Je vais expliquer pourquoi. Cette UNEF, c'est plus celle des années 70 ni celle des années 80. Et ça, c'est les conséquences du congrès de Toulouse de mai 90 dont a parlé Frédéric, et qui a été un vrai congrès fratricide, hein, puisque ça a été un congrès où les militants communistes du syndicat se sont durement affrontés. Et c'est la seule fois, d'ailleurs, dans l'histoire de l'UNEF, que la commission des candidatures, les propositions de la commission des candidatures n'a pas été retenues par le congrès. Alors, euh, à la suite de ce congrès, où les syndicalistes se sont déchirés, on constate qu'il y a eu une diversification des membres du syndicat et une diversification, y compris politique, des membres du syndicat, avec l'entrée dans le syndicat de militants politiques, d'autres organisations comme l'Alternative Libertaire, la LCR, la JCR, etc., qui ont profité des tensions internes finalement pour jouer la carte de la mise en place d'une opposition interne, plurielle, certes, mais qui a tenté de structurer. Les conséquences, c'est une évolution du fonctionnement du syndicat, avec beaucoup de moments de tension, de difficultés aussi à gérer ces oppositions, une quasi-impossibilité presque culturelle, finalement, d'action de ce syndicat fort majoritaire communiste, de gérer cette diversité. Mais aussi, on constate quand même petit à petit une prise en compte de ces opposants qui passe par une plus grande intégration de ces derniers au sein de la direction nationale. Mais ça a été un processus difficile, complexe et inachevé. Voilà, donc cette culture d'organisation homogène politiquement a donc demeuré jusqu'à la fin. Ces oppositions sont restées considérées comme avec méfiance et comme perturbant la bonne marche du syndicat. Les opposants à la direction nationale se sont considérés souvent, très souvent, comme marginalisés. Durant donc cette évolution de la composition de l'UNEF et de son fonctionnement, l'UEC a tenté de garder le contrôle de syndicat, puisque la direction homogène communiste était menacée par cette montée en puissance des oppositions internes. Et beaucoup de documents là, que nous avons retrouvés aux archives départementales de Seine-Saint-Denis, de l'UEC, montrent des notes régulièrement produites en direction de la direction de l'UEC, qui font état de la situation interne de l'UNEF, du rapport de force entre ces oppositions et la direction nationale. Voilà, donc on voit bien que là, il y a une espèce de renforcement du contrôle de l'UEC face aussi à cette présence de plus en plus grandissante d'une opposition interne, d'opposition au pluriel interne. Ce qui est paradoxal, c'est qu'avec le développement de cette opposition, composée en grande majorité, pas uniquement, mais en grande majorité de militants politiques non communistes, eh bien, on constate une politisation assumée, là, pour la première fois, des dirigeants de l'UNEF. Je tiens juste quand même à rappeler que si il y a des anciens, des anciennes de l'UNEF de cette époque qui nous écoutent, que le thème de cet atelier, qui est celui de la place de l'UNEF dans la nébuleuse communiste, peut leur sembler peut-être inadéquat, puisque beaucoup d'entre eux, des militants, voire de dirigeants de l'UNEF de cette époque, ne se sont jamais sentis membres de cette nébuleuse, ni même proches de cette nébuleuse communiste. Hein. Il faut rappeler cet état de vérité qu'on a pu être à l'UNEF sans être communiste et même sans aucune sensibilité proche des communistes. Voilà, donc cette direction, il n'empêche que cette direction dans les années 90 est clairement sous pression et qu'on constate une évolution politique du Bureau national et de son secrétariat avec davantage d'élections de membres non communistes au Bureau national, et y compris même à partir de 97 à son secrétariat national. Mais c'est un élargissement non théorisé, c'est simplement un état de fait du fait de la prise de responsabilité de responsables non communistes dans des AG, et donc leur élection découle de cela. Voilà, donc pour le dernier point, il faut quand même noter que
euh, durant ces années 90, les deux présidentes, les deux dernières présidentes de l'UNEF, Marie-Pierre Vieux et Karine Delpas, ont accepté d'être élues au comité central puis au Conseil national du PCF, alors qu'elles étaient en responsabilité à l'UNEF. Hein, ça a été le cas pour Marie-Pierre Vieux en décembre 96. Elle ne quittera la présidence de l'UNEF qu'au congrès suivant au printemps 97. Et c'est le cas aussi de Karine Delpas, qui est élue en 2000, alors que, évidemment, elle restera présidente de l'UNEF jusqu'en juin 2001. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui aurait été aberrant, impossible quelques années plus tôt. Donc ça montre finalement que le débat interne au sein du NEF s'est politisé, mais il faut, pour terminer, constater que le PCF s'est désintéressé de ce syndicat, euh, euh, notamment lorsque ce syndicat décide de se rapprocher de l'autre UNEF, l'UNEFID, et d'envisager à partir de 95, hein, il y a des documents qui nous prouvent que cette question de la réunification est déjà débattue, elle n'est pas actée mais débattue, mais elle s'est décidée officiellement en 1999, et là on constate que la direction de l'UNEF se retrouve seule dans le cadre de cette perspective, sans soutien du PCF, sans soutien actif de l'UEC, et avec une approbation très lâche des organisations de la nébuleuse communiste, je pense à la CGT, tout le monde approuve finalement le processus de réunification, mais sans le soutenir officiellement. Et donc cette réunification se fait à marche forcée, quitte à briser la cohésion interne au syndicat, à créer des tensions immenses, des pans entiers du syndicat quittant l'Union nationale avant la date butoir de 2001. Et donc, on a donc une organisation qui disparaît en 2001, avec finalement une relative indifférence du Parti communiste qui envisage finalement qu'il n'a plus les moyens ni les atouts finalement de maintenir un lien vis-à-vis de ce syndicat étudiant. Ok, donc à moi de conclure. Alors je vais conclure. Voilà, Louis, si tu peux mettre ça. Là, je te recadre. Ça veut dire que tu vas couper plein de trucs. Tu me dis quand c'est bon. J'ai coupé, oui. Ça va être trop long. Ouais. Attends 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. C'est sur votre image. Et moi, bientôt, bientôt. Ça va nous être reproché, on sacrifie toujours la fin. On ne devrait pas, mais Hop. Encore 10 secondes. Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Hop, hop. Voilà. C'est bon? Ouais. Alors, je vais vous faire une conclusion traditionnelle avec une ouverture, un petit récapitulatif et puis une remarque générale. L'ouverture, je veux dire l'ouverture chronologique sur ce qui s'est passé après. Guillaume a terminé sur l'indifférence du PCF par rapport au processus de réunification. Et on constate qu'après la réunification de 2001, par exemple, alors que la nouvelle organisation réunifiée UNEF fonctionne en termes de tendance, les étudiants communistes rejoignent la tendance majoritaire et ne créent pas de tendance communiste ou de type, si je reprends le terme de la FEN et de la FSU, de tendance unité et action. Ce qui montre à la fois un affaiblissement et une indifférence. Et alors, quelques années plus tard, il y aura des résurgences en termes de tendance d'investissement des étudiants communistes. Mais je suis allé très très loin puisque je suis allé très récemment. J'ai lu le dernier texte du Congrès de la jeunesse communiste qui vient de se tenir, alors que nous, dans nos débats, nous avons rencontré des étudiants communistes, membres de l'UNEF ou même membres de l'Union étudiante. Il y a dans le texte de la JC et de l'UEC aucun mot sur le syndicalisme étudiant. Deuxième chose, on a essayé de visualiser un petit peu cette nébuleuse communiste. Alors, je ne vais pas refaire l'exposé, mais c'est juste pour qu'est-ce qu'on essaye de montrer
dans cette image. Bon, donc la nébuleuse avec des organes, alors je les ai pas toutes mises, hein, les organisations dites de la nébuleuse et ces flèches qui montrent comment dirais-je, une autonomisation croissante jusqu'à la sortie, puisque les flèches sortent, sortent de l'ellipse, jusqu'à la sortie de la nébuleuse. Alors, après, et je pense que la fondation, une proposition à la fondation Gabriel Péry, je pense qu'un un colloque, une journée d'études sur justement, même si on discute le terme, justement sur cette nébuleuse serait intéressant. Parce que en regardant la CGT, le Secours populaire, la FSGT, la manière dont elles sortent de la nébuleuse n'est pas identique. C'est lié à leur inscription sociale. C'est lié, Roger l'a évoqué, je crois tout à l'heure, aussi au rapport que le PCF entretenait avec les unes, avec les autres, qui n'étaient pas toujours faites de la même manière. Alors, j'ai ajouté, et ça c'est plus rare, on l'évoque très rarement en ces termes, j'ai ajouté le courant unité-action qui est intéressant puisqu'il est à la fois inséré à mon sens dans la nébuleuse, mais aussi, puisque c'était un courant de la FEN et que la FEN était hors de la nébuleuse, qui est à cheval sur les deux et qui finalement sort et de la FEN et de la nébuleuse communiste avec la création de la FSU en 92-93. Et on a essayé de démontrer la position originale de l'UNEF dans cette nébuleuse, vous le voyez. Alors, j'ai assemblé UNEF, UGE et FRUF, et vous voyez qu'il y a une double flèche. Pourquoi il y a une double flèche? Parce que comme pour les autres, il y a une revendication d'autonomie, mais il y a une indifférence croissante du Parti communiste à l'égard du syndicalisme étudiant. Ce qui fait, alors c'est peut-être une des raisons, que de toutes les composantes de la nébuleuse, c'est la seule qui n'existe plus, puisque toutes les autres demeurent, alors en s'étant évidemment transformées, mais l'UNEF, membre de la nébuleuse communiste, ça n'existe plus. Alors on pourrait discuter ce que j'ai dit tout à l'heure sur la résurgence ou pas de tendance communiste. En tout cas, l'UGE, la FRUF, par exemple, définitivement, ça n'existe plus. Donc c'est et à la fois une position périphérique dans cette nébuleuse. J'espère qu'on a réussi à le démontrer. Remarque générale, pour vraiment terminer, cette histoire de rapport entre organisation communiste et syndicalisme étudiant pendant 30 ans, de 71 à 2001, est finalement une parenthèse dans l'histoire de ces rapports, puisque avant la création de la tendance renouveau, il y a bien des communistes qui militent au sein de l'UNEF, mais ils le font, j'ai envie de dire, presque, même, il y en a même un qui devient vice-président de l'UNEF au début des années 60, mais c'est quasiment, enfin, c'est à titre individuel. Il n'y a pas de politique communiste en direction de l'UNEF. Ça, c'est en amont. Et en aval, je l'ai déjà dit, aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou même après 2001, il y a pas de préoccupation du Parti communiste à l'égard du syndicalisme étudiant. Et donc c'est pour ça que finalement la période 71-2001 est une parenthèse jusqu'à maintenant. Voilà, merci. Très bien. Louis, je ne sais pas comment nous procédons parce que je ne sais pas qui Qui est là? est en ligne. Bah là, Si, tu vas l'écrire, tu peux parler, et puis toi, t'as dit. non, non, je dirais un mot dans le cours de la conversation, mais là, je propose peut-être que ceux qui ont écouté disent ce qu'ils ont envie de dire, remarques, questions à poser, etc., etc. Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de question. Pour le moment, il n'y en a pas. Laisse-leur le temps. Vas-y, toi. Comment? Il n'y a pas de question Pour pour le le moment, moment. il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions pour le moment? Le temps. Non, je peux dire comment peut-être je réagis, hein.
moi, je réagis, j'allais dire d'abord en étant intéressé, parce que la question de la galaxie, la nébuleuse, le conglomérat, l'écosystème, pour moi, ça n'est pas d'abord une question de mots. C'est-à-dire, il n'y a pas là-dessus de guerre de religion à avoir sur les mots. Par contre, ce que je crois fondamental pour comprendre l'imprégnation du communisme en terre française, c'est le fait que le communisme n'est pas simplement un parti, mais que c'est pour le coup, appelons-le pour ne pas, comment dire, entraîner de faux débats, c'est un écosystème dans lequel il y a du partisan, du syndical, de l'associatif, du culturel. Et je rajoute du municipal, entre parenthèses, parce que c'est encore un autre secteur. Et quand je dis du syndical, de l'associatif, ça ne signifie pas pour moi des organisations en tant que telles, c'est des pratiques à l'intérieur d'organisations qui donnent au communisme, j'allais dire, un espace d'imprégnation et donc d'influence qui déborde largement le cadre du parti. Donc pour moi, peu importe le mot, ce qui m'importe, c'est de constater que, en tout cas dans la phase qui est la phase d'expansion, ce qui joue un rôle dans l'imprégnation et dans l'expansion, c'est l'existence de cette masse de réseaux, de relations qui permettent, j'allais dire, au communisme de prendre langue avec la société française dans sa diversité. Ça, pour moi, c'est l'essentiel. Ensuite, ensuite, il y a l'histoire. L'histoire, c'est la galaxie, ça n'est pas un bloc, d'une part. C'est comment dire, c'est une réalité mouvante selon les moments, selon les périodes, euh, qui fonctionne de manière différente selon le type d'organisation, selon le moment. Par exemple, comme vous l'avez noté à juste raison, il y a des organisations qui sont considérées comme stratégiques. Celles-là, pendant toute une période en tout cas, ont fait l'objet d'un contrôle, j'allais dire, étroit de la part de l'organisation. Pour ce qui concerne le syndicat, pendant une longue période, il y a des réunions du bureau politique qui sont consacrées à l'activité syndicale, voire à des fédérations syndicales de la CGT, des réunions allant jusqu'à la question des compositions de direction. C'est-à-dire qu'il y a là, pour le coup, un lien qui est un lien étroit. Ça n'est pas le cas pour toutes. Et en particulier, j'allais presque dire, dès qu'on s'éloigne un peu du cercle stratégique, c'est-à-dire le rapport à la classe ouvrière, à l'entreprise ou évidemment aux institutions municipales ou d'État, le contrôle, entre guillemets, se fait de moins en moins ou se fait de plus en plus lâche. Il y a à tenir compte de ça et à tenir compte des périodes. C'est-à-dire que la galaxie ou l'écosystème ne fonctionne pas de la même manière dans l'entre-deux-guerres, dans la période de l'apogée, quand le syndicalisme et les organisations de masse rassemblent des centaines de milliers, voire de millions d'individus, et par la suite. J'ajoute que j'ai l'impression, mais c'est à creuser, et moi je retiens la suggestion que tu fais, peut-être de pousser la réflexion sur la galaxie, pas simplement sur des bouts, mais sur la galaxie elle-même. Je pense que traiter de la question de l'écosystème communiste ne peut pas se traiter uniquement en termes de contrôle ou autonomie. C'est en réalité, c'est pas contrôle ou autonomie, c'est des relations assez complexes qu'il faut regarder dans le détail, variables selon les organisations et selon les périodes. En même temps, euh, euh, comment dire, l'écosystème communiste, moi je dis souvent, au fond, l'écosystème communiste, ça traduit le fait que le PC réussit en France ce que le socialisme n'avait jamais réalisé, par exemple l'articulation
du syndical et du politique, et qui, ailleurs, dans l'Europe, prend la forme des grandes, comment dire, des grands écosystèmes, des grandes galaxies social-démocrates. C'est le PC réussi en France, en parti communiste, ce que la social-démocratie réussit ailleurs, c'est-à-dire ce réseau impressionnant de syndicats, d'associations, de lieux culturels, etc. Mais là comment dire, on ne peut pas se contenter de la modélisation, c'est que d'une certaine manière, au fond, il y a trois modèles qui existent en Europe d'articulation du social et du politique. Il y a le modèle travailliste, c'est le syndicat c'est le parti et le prolongement politique du syndicat. Il y a le modèle social-démocrate, c'est le parti qui est au centre, et il y a le modèle du syndicalisme révolutionnaire où le syndicat est tout, c'est-à-dire il est le grand tout. Il est l'instrument de la conscience révolutionnaire et l'instrument de l'émancipation, point. En France, d'une certaine manière, ce qui fonctionne, c'est le modèle social-démocrate. Mais il a toujours fonctionné d'une manière qui est à la fois très, j'allais dire, volontariste et très contraignante, entre guillemets, et en même temps avec de la souplesse. C'est pas le modèle guédiste que retient le Parti communiste français dès les années 20. Le modèle guédiste, c'est le parti qui dirige à la totalité, j'allais dire, de la galaxie. C'est des relations beaucoup plus complexes qui tiennent compte du fait que le syndicalisme communiste nourrit tout autant du syndicalisme, j'allais dire, réformiste des mineurs et autres que du syndicalisme révolutionnaire. Et donc, il y a un modèle original. Et pour moi, l'expression de cette complexité, ben, c'est le couple, au départ, qui est le couple Torres-Frachon, qui est un couple qui mérite d'être étudié en tant que tel, hein, avec deux individus qui ont un respect total l'un pour l'autre, une communauté de vue, et en même temps, un Frachon qui n'est pas prêt, j'allais dire, à simplement le doigt sur la couture du pantalon. Hein, voilà, il y a quelque chose d'original. Alors, cela dit, je m'arrête là parce que c'est trop bavard, hein, comme d'habitude, mais euh, par exemple, sur la périodisation, au fond, ce que dit d'ailleurs Brodier, hein, c'est à partir des années 60, il y a un phénomène d'autonomie. Oui, globalement, mais avec quand même des nuances. Par exemple, 85, à l'intérieur de la direction du parti, au comité central, Georges Marchais fait une intervention pour dire le syndicat, ça va pas. Le syndicat, ça va pas, c'est pas assez combatif. C'est le moment 85, hein, on a quitté le gouvernement, lutte contre les socialistes, etc. Le syndicat, ça va pas. Et de fait, j'allais presque dire, les syndicalistes présents, ben, ils avalent. Ils ne réagissent pas. Et ça se traduit, vous vous souvenez, c'est l'époque de SKF, c'est voilà. Hein, donc, comment dire, alors que toute la phase précédente, hein, qui est celle notamment évidemment de Georges Ségui, etc., est plutôt d'un assouplissement des relations. Donc, il faut faire attention. En gros, je pense, je m'arrête là, hein, comment dire, contrôle, non. Il y a contrôle ou intervention quand ça ne va pas. C'est toujours pareil. Quand il y a problème politique, quand il y a une question de crise, là, il y a éventuellement le retour du contrôle. Je rajoute, comme vous l'avez souligné à juste raison, il n'y a pas besoin de contrôle tout simplement parce qu'il y a homogénéité du corps militant qui fait que, en gros, les militants communistes qui sont acculturés, qui ont comment dire, qui ont suivi un cursus de formation acculturé, hein, la culturation communiste, hein, savent en gros ce qu'ils doivent faire et ce qu'est la politique du PC. Et donc, j'allais dire, d'une certaine manière, il n'y a pas besoin de contrôle, ça se fait tout seul. Surtout quand c'est pas jugé stratégique par la direction du parti. Et je crois que dans ce qui
comment dire, ne va plus fonctionner. C'est deux choses différentes. C'est d'abord le modèle social-démocrate, j'allais presque dire, même s'il est souple, à un moment donné, quand même un fonctionnement de dépendance. Et que ça ne peut plus fonctionner. Et que donc, il y a du côté des organisations la nécessité des organisations de la galaxie ou écosystème de prendre leur distance. Voilà. Et par ailleurs, il y a le fait qu'il n'y a plus l'homogénéité culturelle, idéologique, doctrinale de l'organisation et des militants. Et que de ce fait, ça ne peut pas fonctionner de la même manière. Alors, bon, bref, je m'arrête parce qu'encore une fois, euh, trop bavard, mais je confirme que ça mériterait d'avoir un débat, comment dire, serein, élargi, utilisant votre expérience, votre travail, remarquable encore une fois, et qu'il faudrait confronter, enfin, essayer d'arriver à avoir une vision à la fois cohérente, souple, qui permette de justement de ne pas s'en tenir à des débats des débats un peu byzantins sur les mots, quoi. Voilà. Oui, je ne sais pas si je rebondis un peu, mais on a voulu nuancer ce type de relation entre ce syndicat et le politique. Il ne s'agit pas pour nous de dire que l'UNEF était complètement sous contrôle ou qu'elle était complètement autonome. C'est ni l'un ni Ni l'autre, l'un ni l'autre. évidemment. Hein. Néanmoins, on n'a pas eu le temps de le développer, mais on le fait dans le livre, peut-être qu'on le fera aussi plus tard. Il y a eu des interventions, des ingérences politiques très fortes au sein de l'UNEF, hein, de la part je dois le rappeler, hein, quand on parle de la part de l'autonomie, c'est comme tu le dis, c'est quand tout va bien, quoi. Hein. Il serait quand même intéressant aussi d'avoir un regard. Si on parle de l'histoire du communisme, ça serait intéressant, je crois, je pense, de voir un peu comment les crises internes du PCF eh bien, apparaissaient au sein du monde étudiant et notamment de ces cadres étudiants, voir un peu quelles étaient les répercussions. Parce que Étienne Bord, dans son étude, il considère que les communistes, globalement, étaient, dans les années 70, tous en phase avec l'eurocommunisme, tout ça. C'est pas vrai. Il y avait aussi des althussériens qu'on refusait certains contenus du 22e congrès, etc. Et donc, et tout ça imprègne et aussi modifie un petit peu la composition du syndicat. Donc, ça serait peut-être aussi intéressant d'aborder ces aspects-là, des crises internes au PCF, et voir un peu comment ça se traduit au sein de la nébuleuse communiste et là, au sein du monde étudiant. Voilà, puis juste pour, je sais pas, quand même, dire qu'il y a quand même une énorme contradiction entre le fait de vouloir mettre en place un syndicat de masse, ce qui est quasiment pas dans la dernière période, en tout cas dans les 70-80, constamment revendiqué, et cette incapacité finalement à s'ouvrir réellement. Les textes disent que l'UNEF, hein, je vous ai lu ce document de 75, qui est quand même, même si vous êtes fils de PDG, là, vous pouvez adhérer à l'UNEF, bon, c'est presque caricatural, alors que il est quasi impossible d'abandonner la direction de l'UNEF à des non-communistes. C'est inenvisageable. Hein. Tu disais que le PC s'intéressait aux directions des syndicats, mais c'est pareil pour l'UNEF. On a des exemples où le choix du président aurait pu être différent, mais si le choix n'avait pas été celui de l'UEC, ça aurait été invivable. Et donc, à chaque fois, évidemment, il fallait qu'il y ait un compromis, qu'il y ait un accord là sur le choix de la direction de l'UNEF et de l'UEC, de la JC ou du PC. Alors ouais, en ligne. Donc, il y a déjà quelqu'un qui vous demande si vous avez l'objectif de faire le même travail sur les relations avec la CGT, qui au niveau des AGE était très important. Il y a Aurélie Mazet aussi qui dit qu'elle classe les fonds du Centre confédéral de la jeunesse CGT et qu'elle trouve plein de connexions. Elle a classé un dossier sur le Forum mondial en Corée du Nord et elle vous invite à venir les consulter. Et alors, je vais essayer de Philippe Péjou, mais dans quelle mesure les typicités locales des poids, je pense, des UGE, UNFRE, Les AGE. des AGE, ce qu'ils voulaient dire, dans les rapports de force avec les AGE de l'UNFID, et donc des rivalités ou alliances selon les UFR, ils pensent notamment au cas de Dijon, et ici des UFR sciences, médecine, droit, enfin, en gros, est-ce qu'il y a des rivalités dans les AGE entre les différents?
Juste une remarque d'archive. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on l'a dit en introduction, les archives ont disparu et nous, on a donc reconstitué le fonds. Mais la grande part de ces archives sont quand même des archives nationales. Il y a un manque d'archives locales. Ça existe, par exemple. Alors pour Dijon, c'est à Chenôve, chez comment ça s'appelle, Jean Vigreux. chez Jean Vigreux. Comment ça s'appelait Adiamos, voilà. Il y a un fonds d'archives UNEF, de cette UNEF à Adiamos, mais on n'a pas pu avoir connaissance de l'inventaire. Ouais, donc voilà. On a sauvé récemment les archives de l'AG de Limoges. Il y a les archives de l'AG de Lyon qui ont aussi été sauvées par Rémi Fourche et qui sont arrivées entre nos mains. Bon, mais on est très très loin de couvrir localement toute la période. Voilà, voilà. Et puis surtout, il y a un problème de travail, c'est-à-dire que Guillaume et moi et même les membres du collectif, on va pas pouvoir faire l'équivalent de ce qu'on a fait au niveau national pour 40 AG. Et donc notre travail, c'est aussi un appel à ce que dans l'université, dans les institutions, il y ait une volonté de travailler sur ce sujet et qui nous paraît intéressant, et notamment à l'échelle locale. Et c'est vrai qu'à l'échelle locale, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si je reviens sur la question de la nébuleuse communiste et du rapport de l'UNEF aux autres organisations, j'ai dit l'UNEF a des relations privilégiées avec les autres organisations de la nébuleuse, et je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai dit notamment à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Mais si on zoome à l'échelle locale, les relations sont beaucoup plus diverses. Il peut y avoir des relations beaucoup plus proches, enfin pas plus proches qu'avec la CGT, mais des relations entretenues, par exemple, avec la CFDT dans telle ou telle ville. Donc c'est vrai qu'une approche par le local pourrait permettre d'affiner tout ce qu'on vient de dire. Je sais plus les autres. Au niveau local, rappelons que chaque AG entretenait son propre réseau avec les organisations de la ville ou de la région. Hein, mais globalement, c'est resté globalement le réseau de la nébuleuse communiste, globalement. Hein, même plus si, large qu'au niveau national. mais peut-être plus large qu'au niveau national, en fonction des forces présentes dans la ville. Sur les rapports entre AG, l'UNEFID et l'UNEF, globalement, les tensions ont été persistantes jusqu'au bout. Là, il y avait une dimension affective et culturelle très forte, quoi. Et d'ailleurs, ces tensions avec l'UNEFID, paradoxalement, se sont renforcées dans les derniers mois de l'existence de cette UNEF. Et donc, néanmoins, là aussi, c'est très variable selon les AG. Roger disait que les relations sont variables selon les périodes, selon les organisations, mais aussi selon les individus. Voilà, il y a aussi des militants qui ont été plus en capacité d'entrer en dialogue avec l'UDFID ou d'autres forces politiques que dans d'autres. Voilà, il y a des cultures locales, et ça, des études locales pourraient le mettre en évidence, mais il y a des cultures locales plus ou moins refermées, voire sectaires. C'est vrai que sur l'UNAF-US, les relations étaient très étroites au début. En 71, c'était vraiment très, très étroit. Mais à ce propos, on manque d'un travail qui permettrait la comparaison sur l'UNEF-US, sur l'autre UNEF, y compris sur le sujet qui nous intéresse, son rapport à Force ouvrière, son rapport évidemment à l'organisation, alors ça change de nom, mais on va le dire comme ça, l'organisation lambertiste, etc. L'OCI. Ouais, l'OCI, voilà. La Après, GS. ouais, ça serait, mais ça manque pour les raisons que j'ai. C'est pour ça que c'est pas qu'une question d'archives, parce que les archives de l'UNEF-US et de l'UNEF-ID sont conservées et accessibles depuis beaucoup plus longtemps. Donc l'absence d'études universitaires sur le syndicalisme étudiant a d'autres raisons
qui s'opposent pas, mais qui complètent Ouais. que le manque de documents. Ouais. Juste, Roger, moi, je suis globalement d'accord avec ce que tu dis, surtout quand il s'agit de faire rentrer de l'histoire et de la chronologie et de la nuance. Moi, je peux être que d'accord. Il y a juste une remarque où tu dis la question, c'est pas contrôle ou autonomie. Sauf que c'est vécu comme ça par les acteurs. Oui, Et donc, ça a une consistance tu as raison. aussi. C'est pas. Tu as raison. Donc, bon, voilà, c'est que Oui, oui. et effectivement, je redis qu'une étude sur la nébuleuse ou la galaxie qui nous permettrait à la fois une approche chronologique et une approche différenciée pour chacune des composantes, ça serait, parce que je crois que ça n'a jamais été fait comme ça globalement, Non, ça serait, non, ouais, non, non, parce que longtemps, ceux il qui faudrait pas. travaillaient sur la nébuleuse et la galaxie, enfin, peu importe, c'était les adversaires du PC. C'est la revue, la revue Est-Ouest, très anticommuniste, comme on le sait. En 71, on publie un numéro spécial sur le réseau des organisations de masse, comme on disait, du PC, extrêmement utile, mais en même temps avec des tas de questions, parce ils vont très très loin mais ce qui est intéressant, moi je trouve par exemple dans ce recueil qui n'a jamais fait l'objet d'un véritable travail de réflexion, c'est tout à la fois que ça exagère, j'allais dire, en mettant dans l'orbite de la galaxie et sous le contrôle du PC des organisations qui en étaient bien loin, et en même temps ça dit quelque chose de ce qui était comment dire, ce lieu d'acculturation, ce lieu de rémanence, comme tu disais. Quand tu parlais de la rémanence, je pense par exemple au syndicalisme étudiant, pardon, enseignant, Mm. qui, après la crise de 77-78, voit arriver dans le syndicalisme un certain nombre de militants qui prenaient leur distance à l'égard de l'organisation, pas à l'égard, j'allais dire, de la famille de pensée, et qui ont nourri l'activité syndicale d'une manière extrêmement riche et qui n'a pas été pour rien, d'ailleurs, dans la capacité de unité et action à déboucher sur la création de l'FSU, et y compris en liaison avec des gens que l'on combattait auparavant. Voilà. Donc, ça mériterait un travail plus systématique. Bah, Attends, il y a Sébastien, je sais pas, peut-être. Oui. Mais il faut peut-être le mettre quelque ouais, part. peut-être. Oui, après, le micro, la captation est là. Bon, merci pour cette présentation, Sébastien Bacholet, ancien de l'UNEF pour faire court, mais dans les choses qui ont été dites, bien sûr qu'il serait intéressant de regarder ce qui se passe dans les AGE, mais ça ferait un boulot extraordinaire. Je pense qu'il faut aussi qu'on regarde les deux autres organisations sœurs, TRUF et l'UGE, parce que là, il y a certainement des choses qui sont plus proches, ou comment les indépendances ou non-indépendances entre les trois organisations existaient, mais quand même, le slogan phare de tous nos congrès, c'était une lettre UGE, et ça, donc ça, c'est un élément. Euh, je, je, je suis un peu plus sceptique sur le fait qu'il n'y ait pas d'intervention. Quand on fait une liste, on doit pouvoir trouver quand même dans les choix des présidents, des différentes organisations, certainement dans le choix des sujets de fond sur lesquels on va travailler, une influence. Alors, comment est-ce que se situe? Ce que tu as raconté tout à l'heure sur Mano, Combe et Catala, je pense que la date, si je ne me trompe pas, la date, c'est euh, Bernard Loche était parti. Or, Bernard était la plume de Mano. Il n'avait plus de plume. Donc, Il y avait Fontaine qui a joué ce rôle-là beaucoup. oui, mais il est parti. Ah non, non, il part cette année-là, Et, avec Andreu. oui, avec bon, la différence d'où il vient mais en même temps, Combe, il sait écrire. Donc, au dernier moment, il y ait besoin de quelqu'un qui écrive quelque chose rapidement. Oui,
il y a de l'influence politique, mais il y a peut-être autre chose qui se situe là. Euh, enfin, je pense que quand on regarde la nébuleuse, alors en dehors de la nébuleuse, il y a tous les endroits où l'UNEF était partie prenante. Vous avez parlé de l'Union internationale des étudiants, partie prenante, ça peut être en désaccord, mais il y a toutes les organisations françaises où on a participé. Alors, pour ma part, l'Union de l'UCPA, l'Union nationale des centres sportifs de plein air. Il y a eu aussi l'organisation du tourisme universitaire. Il y a comment est-ce qu'on se situe vis-à-vis de l'AMNEF, comment est-ce qu'on se situe vis-à-vis des CROUS, etc. Il y a tout cet ensemble qui fait que l'UNEF est un point central pour beaucoup de choses qui correspondent à la fois à la vie des étudiants, mais aussi à la vie démocratique et des organisations qui peuvent aider les étudiants. Merci. Merci. Moi, j'ai une question parce que est-ce que vous pouvez développer les raisons qui expliquent à ce point-là l'indifférence du parti enfin, je ne sais pas si vous les avez. Et après, parce que comme tu es allé vite sur la réunification, je vais peut-être trop dire. et ben, qu'est-ce qui explique que ça soit... Parce que bon, moi, j'ai connu l'UNEF des début des années 2000 et c'était plutôt la présente au niveau des partis politiques, c'était le PS quand même. Enfin, moi, tous les gens, ils étaient... Et donc voilà, je veux bien... donc ça veut dire quoi? C'est que c'était l'autre UNEF qui était beaucoup plus forte. Enfin, comment vous expliquez? Parce que moi, C'est un facteur. l'évolution derrière Ben, disons que c'est pas une indifférence totale, hein. Je n'ai pas eu le temps de le développer, mais par exemple, la presse communiste a toujours parlé de l'UNEF jusqu'au bout. Les dirigeants de l'UNEF, les nombreux articles de l'UNEF soutenant l'orientation de l'UNEF, parlant des congrès de l'UNEF, et c'était souvent des anciens de l'UNEF d'ailleurs, hein, comme Stéphane Sahuc qui a fait beaucoup d'articles la dernière année, mais il n'empêche que voilà, c'est pas une indifférence totale hein, de la part des structures communistes. Néanmoins, voilà, on avait demandé à Pierre Blotin un entretien, puisque voilà, il était au bureau politique à cette époque-là, c'était le bras droit de Robert Hue. Et on voulait un peu le rencontrer, voir un peu quel a été le positionnement du PC vis-à-vis de la réunification. Bon, il n'a pas voulu nous rencontrer parce qu'il nous affirme ne rien avoir à dire. La CGT, c'est pareil. On a rencontré Marius Dumas qui nous dit qu'à l'époque, au bureau confédéral, cette question n'a pas été soulevée. Alors pourquoi? Parce que peut-être que voilà, il y a aussi le phénomène de mutation qui est tenté par le PC à cette époque, une espèce d'ouverture sur d'autres horizons que la simple nébuleuse communiste. On parlait tout à l'heure de Bouge l'Europe, la liste de Bouge l'Europe, où il y a Fodessila qui intègre cette liste. Il y a peut-être aussi une volonté du PC justement de casser un petit peu ce qui est devenu un carcan pour lui, à savoir cette nébuleuse. Et peut-être que l'UNEF eh bien, était effectivement n'était plus un atout. Ce qui est paradoxal, puisque en même temps, ces deux dernières présidentes intègrent sa direction et des anciens de l'UNEF intégreront cette liste aussi Bouge l'Europe là. Et donc c'est paradoxal, mais je pense que l'UNEF était plus un atout pour le PC et puis que de toute façon il n'y avait plus les forces militantes puisqu'on a, nous, on a bien constaté que pour cette UNEF, l'adossement, on va dire ça, l'adossement au Parti communiste a été un atout pour elle. C'est une évidence que, en termes de soutien politique, de soutien financier, etc., ça a été, ou de cohésion interne à l'organisation, ça a été un atout. Mais l'affaiblissement du PC qui devient très important dans les années 90 fait que bah, tout ça ne devient plus une réalité. Et si les oppositions d'ailleurs se développent, c'est aussi pour ça. C'est que cet affaiblissement du PC et de la direction communiste de l'UNEF devient perceptible. Et que voilà, bon, mais pourquoi voilà, voilà, Pierre Blotin dit qu'il a rencontré les directions de l'UNEF et de l'UNEFID à la demande de Marie-Pierre Vieux, qui était son bras droit, on va dire ça, je sais pas, son conseiller, hein, elle travaillait, voilà, bon. Et Marie-Pierre Vieux, ancienne présidente, a demandé à Pierre Blotin de rencontrer les deux directions des deux UNEF à la fin des années 90. Et cette idée de réunification a été abordée. Lui, il a dit que c'était intéressant, mais voilà, il n'y a pas eu le PC n'a pas décidé cette réunification ait lieu. Le témoignage de Karine Delpas est de dire que globalement, la direction de l'UNEF se retrouve seule, vraiment seule, quoi, sans soutien politique pour réussir cette réunification.
qui globalement a été une catastrophe en termes de processus, puisqu'une bonne partie des AG avaient déjà quitté l'UNEF avant la réunification. Donc ça se fait dans la précipitation, dans la catastrophe, sans soutien politique, qui fait que globalement on a un processus très très chaotique qui aboutit à la réunification. Voilà, Karine Delpas nous dit que pour eux, l'urgence, c'était de faire en sorte que ce qui restait de l'UNEF ne tombe pas aux mains de ces oppositions hétéroclites là, et qu'il fallait finalement une maison commune où les étudiants communistes puissent s'y retrouver. Mais bon, mais ça voilà, ça a une échelle, ça a une micro-échelle quoi. C'est vraiment très très, c'est très c'est quelque chose qui se fait vraiment dans une improvisation totale, quoi. Et en tout cas, voilà, en tout cas, le PC ni le EC n'ont pas piloté le processus. Moi, j'ajouterais tout ce qu'a dit Guillaume, c'est que peut-être une des clés, c'est la situation dès le départ périphérique de l'UNEF dans la nébuleuse, et que donc, avec l'affaiblissement, avec les raisons politiques liées à notamment le fait que la réunification va pouvoir incarner symboliquement, une fois encore, l'union des communistes et des socialistes au moment où on est encore en plein gouvernement de gauche pluriel. Ça peut être, on laisse, enfin voilà, le Parti communiste laisse faire, mais comme ça occupe quand même, d'une part, il y a l'affaiblissement, et puis c'est périphérique, et l'indifférence croît. Et bon, voilà, c'est des hypothèses hein, pour le moment. Il faudrait, et c'est pour ça qu'il faudrait aussi travailler chacune des composantes pour voir comment se fait ce processus d'autonomisation. Bon, voilà. Moi, j'ai une petite idée, mais, Vas-y. mais pas comment dire, à creuser. Hein, vous allez voir pourquoi. Jusqu'alors, ce qui a marché, c'est la nébuleuse. Encore une fois, pour moi, c'est un élément qui est décisif dans l'imprégnation du communisme en terre française. Voilà. Ça, c'est pour moi fondamental, à mon avis, pas suffisamment pris en compte par ceux qui raisonnent uniquement en termes le parti, le parti, le parti. Bon, ok. Mais au début des années 2000, c'est fini la nébuleuse. Elle n'existe plus. Et elle n'existe plus parce qu'à mon avis, on est entré dans une autre période qui s'est traduite à partir de 1995 autour du grand mouvement de novembre-décembre 95 par l'émergence qu'on a appelé le mouvement social. Et ce qu'on a appelé le mouvement social, entre guillemets, c'était, à mon avis, l'exigence, l'appel à constituer de nouveaux liens entre la sphère sociale et la sphère politique. Mais des nouveaux liens, c'est-à-dire qui ne soient pas sur le registre de la dépendance, mais qui ne soient pas sur le registre de l'ignorance. Et j'allais dire, c'est la question qui se trouve posée. Et le PC ne veut pas se poser cette question-là à ce moment-là. Et par exemple, à l'intérieur du groupe dirigeant centré sur Robert Rue, la seule préoccupation, c'est d'un côté le parti, de l'autre côté la gauche plurielle. Et la question de j'allais dire, de la recomposition des liens du social et du politique, en dehors, j'allais presque dire, des modèles historiques essoufflés, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, social-démocrate, travailliste, syndicaliste révolutionnaire, le PC ne le veut pas. Ce qui se traduit par exemple par le fait que non seulement il y a comment dire, une prise de distance que l'on connaît hein, à partir de la deuxième moitié des années 90 de la CGT, qui va se traduire par le départ des responsables de la CGT de la direction du parti. D'ailleurs, entre parenthèses, au moment où Marie-Pierre Vieux et Delpas y rentrent, oui. Les syndicalistes CGT en sortent. Et il y a la tentation à l'intérieur du parti comment dire, de faire un peu fonction de tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez que ça devait être en quelle année? En 99. Et puis ça a été refait
ensuite, au tout début des années 2000, le parti appelait à des manifestations Et la CGT. sur la question sociale et que la CGT ne voulait pas être. Voilà. Le paradoxe, c'est que l'UNEF y appelle. Mais voilà, C'est vraiment très, très. mais donc, ça signifie, à mon avis, qu'on est dans une période où ce qui a fonctionné ne fonctionne plus et où il y a une carence, j'allais dire, mais qui n'est pas simplement d'ailleurs les carences du PC, il y a une carence dans la capacité à penser l'articulation du social et du politique. Et j'ai un peu l'impression que nous ne sommes pas sortis de cette situation. Oui, mais justement, parce que, comment dire, moi je dis, la galaxie, elle a fonctionné. Mais comment dire, si l'on veut s'en sortir, la question n'est pas de reconstituer la galaxie ou la nébuleuse ou l'écosystème. C'est autre chose qu'il faudrait Et penser. puis, Roger, il y a peut-être aussi, on se descend par rapport au centre, justement. Oui. Et quand on regarde ces organisations de la nébuleuse, il y a aussi une question de survie. Le SPF, euh, il va réussir à devenir une organisation humanitaire de masse. Bien Mais sûr. plus il s'éloigne du PC, plus il réussit. Plus j'ai réussi. C'était sa survie et puis même son expansion là qui s'est passée. La CGT, je pense qu'il y a aussi peut-être ça peut-être pas théorisé comme ça, mais il y a aussi une question de nécessité pour croître, de se détacher de ce centre, de ce soleil là qui est en train de mourir. Mais L'UNEF, elle n'arrive pas, parce que le problème avec la spécificité de l'UNEF, puisqu'on a parlé de la place originale, c'est que l'UNEF est une orga où le turnover des dirigeants rend impossible une stratégie à long terme sur plusieurs années. Sur la CGT, sur un dirigeant, sur 10-15 ans, il peut réfléchir et influer ou changer son orientation. Bon, à l'UNEF, c'est quasi impossible. On n'a pas de mémoire en plus à l'UNEF. Alors, d'abord, deux précisions donc, de Philippe Péchaud qui dit donc que bien Adiamo est en cours de versement aux AD de 21, enfin de Côte d'Or, c'est ça? Et On va avoir l'inventaire. voilà, bah, c'est demandé. Et Roby Morder, je sais pas comment ça se prononce, Oui. il précise que le fonds UNEF-US est classé et consultable à la contemporaine. Le fonds UNEF-ID est fini d'être classé à la cité et partira en fin d'année aux Archives nationales. Et alors, il y a plein de questions de Dimitri Manesis. Donc, y a-t-il une spécificité de la place des femmes au sein de cette UNEF par rapport au reste de la galaxie communiste et ou par rapport à l'autre UNEF? Il a l'impression que votre ouvrage suscite, notamment via les réseaux sociaux, beaucoup de réactions des anciennes, un sujet encore chaud, point d'interrogation. Et dans un premier temps, y a-t-il eu une culture de la violence, le mot est peut-être un peu fort, ou une forme de virilisme très prononcé dans les tensions affrontements communistes-lambertistes? Je fais le premier point. Ouais, je sais plus c'est quoi sur les femmes. Le premier point, c'est sur les questions sociétales. Sur les questions sociétales, globalement, l'UNEF a tout raté. Et ça, c'est typiquement là la culture communiste là qui a joué. C'est que l'UNEF est passée à côté de l'essor du mouvement écologique existe dans les années 70, du mouvement féministe. Il y a eu une commission femmes qui a été créée en 78, je pense 79, mais sans réussir à essaimer et à se développer. Voilà, donc non, là sur l'originalité de l'UNEF en tant que organisation du monde étudiant qui aurait pu justement être un relais au sein de la nébuleuse communiste sur des thématiques un peu plus actuelles, c'est raté. Pardon. Chercher un nom que j'ai oublié, moi j'ai un petit peu Alzheimer, mais sur la place des femmes, en gros, jusqu'au milieu des années 90, l'UNEF ne se distingue pas en termes de promotion de femmes dans ces directions. Alors, elles sont pas complètement absentes. On a pu calculer, j'ai réussi à calculer, moi, soit le nombre alors c'est différentes directions, mais nombre de délégués au Congrès ou la manière dont les interventions au Congrès sont reproduites dans les documents officiels de l'UNEF. En gros, dans un Congrès, on a 40% de femmes et 60% d'hommes. Mais ça, c'est les délégués. Après, quand on regarde le bureau national, la part des femmes se réduit et est forte et très faible. Mais si l'on compare à alors c'est toujours pareil, hein, comme on n'a pas d'études sur l'UNEF-US, il est très difficile de faire la comparaison. Mais par exemple, on a une étude sur la MNEF,
Je crois qu'en 30 ans de NEF, il y a eu, en 30 ans cumulés, hein, il y a eu 2 femmes au bureau national de la MNEF. Donc l'UNEF, c'est largement, pour le coup, largement au-dessus. Et puis il y a un tournant avec l'élection de Marie-Pierre Vieux à la présidence en 1995, parce que lors du 94, lors du congrès suivant, on va dire, alors elle nous a dit qu'elle n'avait jamais théorisé comme ça. En gros, elle a la main. Et résultat des courses, les femmes deviennent majoritaires au bureau national et au secrétariat national. Il y a 7 femmes et un homme. Donc ça. Alors après, leur part diminue un tout petit peu, mais grosso modo, ça change complètement de nature par rapport à la période précédente. Sur le virilisme, on pose dans le livre, il y a avec point d'interrogation. Alors si pour le coup là, il y a une étude. Si l'on compare avec le courant, l'autre UNEF, ça n'a rien à voir. C'est Karel Lyon qui a fait un article pour montrer que le virilisme au sein des jeunes lambertistes et donc au sein de l'UNEF-US était quelque chose de, comment dirais-je, d'identitaire en quelque sorte. C'est pas du tout le cas à l'UNEF, même si évidemment il peut y avoir bagarre, affrontement, mais c'est pas. Et alors pour illustrer ça dans le livre, on a une photo de Kaplan où on voit les deux bureaux nationaux de l'UNEF qui se font face. Il y a que des mecs. Bon, la photo, il n'y a pas de bagarre, mais on sent que ça pourrait déboucher. Mais je crois que c'est pas de même nature. Est-ce que c'est un objet chaud? Alors d'abord, nous, le sentiment qu'on a, c'est que depuis qu'on a écrit le livre, qu'on a constitué le réseau, d'abord, on a créé un réseau qui n'existait pas, qui n'avait jamais existé. C'est-à-dire que les différentes générations de l'UNEF ne se connaissaient pas. Une génération ne connaissait pas ce qui s'était passé, ni connaissait les gens d'après, ni les gens d'avant. Ça, c'était et le livre a cet effet-là, c'est-à-dire qu'il y a des différentes générations qui se rencontrent, qui font connaissance. Bon, mais ça, mais vous voyez, c'est l'effet livre, c'est pas l'effet UNEF en tant que tel. Ce qui est chaud encore, donc il y a des réactions parce que on constitue un milieu. Et puis les gens, bah, quand on a milité à l'UNEF, on était jeunes, on était étudiants, donc ça soulève beaucoup de choses. Donc il y a plutôt du plaisir, en gros. Hein. La seule chose un peu chaude, c'est la période, comme enjeu, c'est la période la plus récente finalement, celle de la réunification, où là il y a encore affrontement, comme si on y était encore, quoi. Voilà. Ouais, ouais, peut-être sur la question de la violence, puisque ça a été posé. Euh, euh, c'est clair que pour l'UNEF, en termes de culture d'organisation, il n'y a pas une culture de la violence. Pourquoi? Parce que il y a aussi de la part des communistes une méfiance à l'égard du monde étudiant et des désordres que le monde étudiant peut causer. On a des témoignages de dirigeants de la FRUF, mais aussi de l'UNEF, qui, en rencontrant des élus communistes, des sénateurs, etc., lors d'un mouvement de grève des loyers, etc., se sont vus répondre en leur disant, écoutez, hein, mettez pas la pagaille. Dans les années 70, le Parti communiste veut devenir crédible, veut devenir un parti de gouvernement, c'est l'union de la gauche qui éventuellement souhaite arriver au pouvoir. Il est hors de question que le monde étudiant déstabilise ce projet. Et les communistes doivent aussi faire sérieux. Donc il n'y a pas on n'entretient pas la culture de la violence, ce qui est évidemment pas le cas dans des mouvements d'extrême gauche. Où là, au contraire, l'affrontement à la police, l'importance des services d'ordre au sein de la LCR et de la JS est extrêmement important. Ce sont des rôles politiques. Ça n'a jamais été le cas pour l'UNEF et même pour la JC. On faisait appel à la CGT quand il y avait des problèmes de sécurité à avoir à des congrès. Voilà, il y avait des camarades de la CGT qui venaient, mais il n'y a jamais réellement eu de service d'ordre structuré, organisé à l'UNEF. Jamais. Il y a Roby qui fait un commentaire. Donc, côté UNEF-US, les liens avec l'OCI étaient, comme vous l'avez souligné, bien plus étroits vu les enjeux différents. Seul syndicat tenu par les militants de l'OCI. Quand l'UNEF-ID se constitue en 80, Cambadélis est membre du bureau politique de l'OCI. Paradoxalement, c'est celui qui lui donne le contrôle sur son secteur étudiant de l'OCI
et qui lui donne une grande autonomie qui permet d'entraîner l'UDEF-ID à la rupture avec Lambert. C'est un peu comme Richard Gibson. Les relations UNEF-IDPS sont hautes car le PS fonctionne en tendance et c'est le mode de fonctionnement du PS qui va devenir celui de l'UNEF-ID. Les relations ne sont plus celles direction syndicale parti, mais entre courant et sensibilité dans l'UNEF-ID et leur courant homologue au sein du PS. C'est ça que ça fait connu. Attendez, c'est pas fini. Le point commun, c'est que dans les deux UNEF, comme dans d'autres organisations, en règle générale, les dirigeantes et dirigeants sont autonomisés, voire fait dissidence par rapport à leur parti d'origine. Dans le premier BN, enfin Bureau national de l'UNEF-US, il y avait proportionnellement plus de femmes que dans le premier BN-UNEF dit Renouveau en 71. Ça change après rapidement. Voilà, il vous a commenté plein de points. Merci, Roby. Merci, Roby. Bon. Ben, sur l'UNEF-US, avant que Sébastien s'assoie, sur l'UNEF-US, on a eu le témoignage de... Non. Du président de l'UNEF-US. Ah oui, politiste. Oui. Sieffert. Voilà, Denis Sieffert, qui nous raconte que les rapports entre le syndicat et le politique étaient aussi complexes, y compris dans la sphère de l'OCI. Lui, il était accusé de faire du syndicalisme des gommes et des crayons, alors que l'OCI voulait faire de la politique. Et le syndicalisme était aussi dénigré, ce qui est peut-être pas tout à fait le même cas au sein de la nébuleuse communiste, parce que il y a une spécificité du syndicalisme dans le monde communiste, qui est justement un syndicalisme de proximité, concret, peu politique, ce qui sera c'est intéressant de constater qu'il y a beaucoup de militants non communistes de l'UNEF, y compris socialistes, qui critiquent le contenu des documents de l'UNEF comme étant pas assez politique, pas assez analytique. Vous voyez, bon, je pense que la critique est inverse entre l'UNEF US et l'OCI. Donc Sébastien Rachel, à nouveau, juste la question du virilisme. Nous avions besoin de nous défendre contre les militants de l'UNEF-US et de l'UNEF-ID. Parce que quand il y avait des élections, on se faisait taper sur la gueule. Quand on faisait un certain nombre de choses dans les tables pour les adhésions, on se faisait taper sur la gueule. Donc il fallait bien qu'on soit en mesure de réagir. Mais je ne crois pas qu'on était les meneurs de cette bataille. Pour revenir 2 secondes sur la question des relations hommes-femmes dans les syndicats, j'espère que la thèse qu'elle avait commencé à écrire, Johanna Casapi, ouais. va avoir le jour, parce que je pense que c'est un élément où c'est évident, il y a besoin d'un travail plus approfondi que ce que vous avez pu faire, et il n'y avait pas d'archives sur ces questions-là, mais c'est une vraie question. Pendant tout un moment, c'était compliqué, et ça l'a été pendant un certain temps, et donc cette étude-là nous permettra de rajouter à votre travail quelque chose sur ces relations hommes-femmes. Alors, est-ce que c'est dans l'ensemble des deux UNEF ou pas? Je sais pas ce qu'elle a travaillé, mais c'est quelque chose qui, en tous les cas, moi, me reste au travers de la gorge, et donc il y a un jour, j'aimerais bien que quelqu'un écrive là-dessus. Voilà. Bien. Merci. Pardon. Non, merci. Merci à vous deux. Et pour ce que vous nous avez dit aujourd'hui, et puis pour tout ce qui a précédé. Je pense qu'on retiendra cette idée que ça mérite d'être prolongé, en particulier cette question de l'ainsi nommée nébuleuse, qu'on appellera comme on veut. Nous essaierons peut-être de répondre à cette demande. On verra au fur et à mesure. Ce sera au responsable de la Fondation Gabriel Péry d'apporter une réponse à cette demande. Voilà, donc encore une fois, merci. Louise, C'est toi qui nous disent que... Non, la suite. Ah bah la suite maintenant c'est à la rentrée. Hein. D'accord, hein, donc... Et on vous laisse la surprise. C'était notre dernière séance. Ben alors, il y a un cours. C'est ce que vient de dire, vous avez mérité un coup à boire. On peut dire aussi, nous, qu'on a aussi des échéances à venir. Alors, allez-y. Parce que le collectif pour l'histoire de l'UNEF
a aussi d'autres échéances, et on est en train de réfléchir à une journée d'études sur les oppositions. Alors, soit interne à l'UNEF, soit interne au syndicalisme étudiant, y compris à l'autre UNEF. On verra si on fait quelque chose de comparatif ou pas. Voilà. Et c'est Robbie Morder, qui est longuement intervenu sur le chat, là, je crois, qui est président du GERM, qui pilotera cette journée d'études. On le remercie de prendre ça en charge. Garantie de sérieux, garantie de sérieux. Que le prochain Silomag, donc le webzine de la Fondation, portera sur les rapports syndicats-partis. Voilà. Très bien. C'est une bonne question. Très bien. Encore merci. Merci. Et on termine.